out! Get out! That's very nice. Thank you, sir. Whether it's in your movies or TV shows, intimacy, especially familial intimacy, is always a big part of the story. It's an element you share with Steven Spielberg. So how do you manage to find a perfect balance between the character intimacy and the action, the blow-minding effects, and the spectacular? Seriously, thank you very much, and thank you everyone for being here today. The answer to the question of combining intimacy with spectacle is something that I certainly don't think I achieved perfectly in anything I've done, but is always the ambition, which is to try and have a story that is small and relatable and emotional, often a love story. I love love stories. And to have that coexist with something that is insane and spectacular and maybe even otherworldly. So to me, that's always the challenge. How do you balance those things? And the answer, honestly, is partly the story structure, partly the casting, and then the magic of editorial. Because with all the planning in the world, you still find yourself in the editing room realizing how you screwed up. And so you rebalance things and just keep doing it. And it's just the big challenge always, that combination. It was true in Star Trek for sure, it was true in Super 8. It seems to always be, it's always something that I'm wrestling with, and I keep trying to get better at it. Alors voilà, la question était, dans l'univers de J.J. Abrams, souvent nous avons l'intimité, la famille, un petit peu comme Spielberg nous disait notre camarade, et comment en réalité arrive-t-on à équilibrer l'intimité et l'action spectaculaire, les effets spéciaux. Alors J.J. dit d'abord merci à tous d'être ici aujourd'hui. C'est vrai que de mêler ce qui est du domaine de l'intime et au contraire ce qui est du domaine du spectacle, du divertissement, est vraiment mon ambition. Et j'avoue ne jamais avoir réussi parfaitement à le faire. En tout cas, c'est mon ambition première, c'est toujours de partir d'une histoire. Une histoire où il y a des relations auxquelles on peut s'attacher, il y a de l'émotion, et surtout, parce que j'adore ça, ce sont les histoires d'amour. Et j'aime justement les faire coexister avec quelque chose qui serait dingue, quelque chose qui serait spectaculaire et quelque chose qui peut-être viendrait de l'au-delà. Et à chaque fois, c'est le défi majeur, cet équilibre que vous soulignez. Alors, si je dois vous donner une réponse honnête, eh bien, ce qui m'aide à justement trouver un juste équilibre, eh bien, c'est évidemment la structure du film, la structure narrative. Et puis évidemment, il y a le casting, les acteurs, et puis finalement, la magie du montage. Car, quels que soient les plans qu'on a fait pendant le tournage, eh bien, lorsqu'on arrive dans la salle de montage, on se rend compte à quel point on a foiré certains trucs et à quel point on a besoin justement de travailler, de rééquilibrer cela et de trouver une juste place. Donc c'est toujours le grand défi, c'était certainement mon défi dans Star Trek, c'est certainement mon défi dans Super 8 et c'est toujours quelque chose que j'essaie de justement, j'essaie toujours de combattre et d'arriver à ce juste équilibre. Autre question? Oui. Good afternoon. First, I have to thank you for this, because it was a very prodigious jump in the past. I remember that. I have lived that, so I really it was very, very good. This time, this particular time, the 70s, the 80s, this is a gold mine for you, isn't it? You have a work, you had the chance to work with Steven Spielberg, the legend in the industry. And so what I wanted to know is, did you evoke together, have you mentioned one time, one or the other, the opportunity to make a biopic of the master? A biopic? Because if there is someone who can make it, well, First of all, thank you so much for your kind words. Steven Spielberg is someone who was a hero of mine as a child, is still very much a hero.
I feel like I learned from him long before I met him, and was really privileged to, an honor to work with him collaboratively on this. I don't know what the biopic would be, but I feel like getting to know him personally has simply confirmed what I believed going in, which is that he, like his films, is someone who sees the best in situations, who's ultimately an optimist, who sees the world as full of possibility, and who is incredibly entertaining as not just a storyteller, but as a human being. And so the problem is a really good biopic needs something ugly in it. Needs some kind of controversy or something. The thing about Steven is he's a really good person, and so I feel like ironically the biopic might not have the elements that he would require to agree to direct the film. You know what I'm saying? But thank you again for your support. Alors évidemment, merci pour ce que vous avez dit tout à l'heure sur les années 70-80 et cette mine d'or que c'était. Voilà, la question était, est-ce qu'un jour JJ réaliserait un biopic de Spielberg? Alors évidemment, Spielberg, dit JJ, eh bien c'était mon héros quand j'étais jeune et c'est encore mon héros aujourd'hui, car j'ai le sentiment très net que j'ai beaucoup appris de lui bien avant de le rencontrer. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu la chance, l'honneur de travailler avec lui et de collaborer avec lui. Et c'est vrai que l'idée d'un biopic, eh bien, maintenant que j'ai appris à le connaître personnellement, je dirais, eh bien, ça a confirmé d'abord ce que je pensais de lui. Il est comme ses films, c'est-à-dire qu'il a un optimisme incroyable. Il voit dans chaque chose une opportunité, et le monde pour lui est un monde de possibilités sans arrêt offertes. Et dans la vie, c'est quelqu'un en plus de très drôle, non seulement évidemment en tant que conteur, mais aussi en tant que personne. Et je crois justement que le problème, c'est que lorsque l'on fait un biopic, eh bien, on a besoin d'un truc qui soit un peu moche. On a besoin de problèmes, de controverses. Or, vraiment, Steven est un mec vraiment bien. C'est une personne qui est vraiment bien. Donc, ironiquement, je crois que je ne pourrais pas filmer son biopic parce que lui-même trouverait que cet élément un peu de controverse, eh bien, manquerait lui-même. Autre question. Bonjour. Oui. First, thank you for the movie. I was 6 years old again in the theater. It was great. I would like to know how did you think of the story? Was it more an homage to Steven Spielberg, or do you just miss this kind of film like E.T., Goonies, Gremlins, and so on? Merci. The first thought that I had was about going back in time to that period in my life when I used to make films as a kid, and that was the first idea. And I thought a movie called Super 8 about a group of 8 kids making these movies, and I thought maybe that's what it was. And before I even had that, I called Steven, who I'd gotten to know over the years, and asked if he'd want to produce a movie with me called Super 8 about kids making movies, and he luckily said yes. And it was the beginning of the process, and it became one of exploration. I knew I wanted to have the kids at the center, the idea of a child losing a parent, their primary parent, and left with one with whom there was less of a connection. That was interesting to me. The first love was interesting. The comedy of their friendships was interesting. And then the notion of combining it with a classic B-movie, monster movie, got me excited. The idea of sort of combining these genres and having it be funny and scary and ultimately emotional was a fun challenge. And that was really what I got to work on. And because the film is literally a Steven Spielberg produced film and an Amblin movie, the first film that has the Amblin logo at the top
top of the film instead of at the end. It completely freed me to embrace the DNA of those films that I loved as a kid, and literally make an Amblin movie that could hopefully go on the shelf proudly with other films with that association. So it was really, you know, part of it was, you know, an homage to the movies I loved as a kid because that's what it was about. And part of it was, with working with Steven, a way to make a movie that, like you said, I hadn't seen a lot of in decades. So I was excited to go back and sort of look backwards both in life and in cinema. Non, it's all right. Alors bien sûr, merci à nouveau pour ce que vous venez de me dire. La première idée, en fait, lorsque j'ai songé à revisiter finalement cette période de ma vie, où je faisais effectivement des films en Super 8, eh bien, ça a été de faire un film sur 8 gosses, 8 ados qui feraient justement, en tant qu'amateurs, des films Super 8. Et puis, justement, comme je connaissais Spielberg un petit peu, je l'avais rencontré évidemment plusieurs fois, je l'ai appelé avant même de formaliser cette idée en lui disant « Est-ce que ça te dirait de produire un film sur des gamins qui font des films en Super 8 ?» Et j'ai eu de la chance puisqu'il a dit évidemment oui. Oui, alors, je dois dire qu'ensuite, le processus lui-même a été un processus d'exploration. Car je savais qu'au cœur du film, je voulais effectivement l'histoire de ces ados fous de cinoche. Mais je voulais aussi qu'au cœur de ce film, eh bien, le drame d'un enfant qui a perdu, disons, le parent qui était pour lui ce que j'appellerais le parent principal, c'est-à-dire le parent qui était le plus proche de lui et qui est confronté à se retrouver avec, en quelque sorte, le père, le parent qui était le moins proche de lui. Alors c'est évidemment tout cela, les enfants, les ados, le cinéma. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de mélanger et d'y introduire cette histoire de premier amour, et puis aussi, bien sûr, d'être dans le registre de la comédie. Et tout cela, évidemment, combiné à un B-monster movie, c'est-à-dire les films B de monstres que nous connaissons tous. Et ce qui était finalement très excitant pour moi dès le départ, c'était de mélanger ces genres, et d'être à la fois drôle, d'être effrayant, et finalement, et surtout de façon la plus importante, d'être dans l'émotion. Et c'est ce défi-là qui m'intéressait le plus. C'est vrai que vous savez, quand on a effectivement, quand un film est littéralement produit par Steven Spielberg, et là, si vous l'avez remarqué, eh bien, le logo Amblin n'est pas, comme il était traditionnellement, à la fin des crédits, mais au début des crédits, ça prouve vraiment que c'est un film Amblin. Et c'était finalement très libérateur pour moi que finalement d'assumer l'ADN de ces films que j'avais aimés comme gosse. Et c'est littéralement, j'avais envie en tout cas que ce soit un film Amblin que l'on pourrait mettre à côté d'autres films Amblin sur les étagères et les regarder. Donc c'était vraiment ça important. Alors oui, vous avez raison, une partie de cela était un hommage, mais non pas à Steven Spielberg, mais un hommage envers tous les films que j'avais aimés de cette époque, dont certains de lui. Mais c'était aussi l'envie de travailler avec lui et finalement de revisiter ces films qui, pendant des années, m'avaient habité. Donc c'était cette envie et cette ambition-là qui me guidaient. Autre question? Ici devant encore. Oui. Hi Vijay, thank you for being humble. Savoir, Super 8 images dans une ambiance très 80s. Je voulais savoir si vous aviez rencontré certains problèmes, vous, le chef décorateur, à recréer cette ambiance des années 80. Et je voulais savoir aussi, il y a beaucoup de clins d'œil dans votre film, et si vous pouviez nous en citer 2 ou 3. All right, so it's a double question. The first one is obviously we were visiting, as you said, the 80s. Did you have, or did maybe your set designer or whatever, had any problems reconstructing that mood of the 80s? Well, first of all, thank you very much. The big challenge was to make it feel legitimate and not like a parody. And it's 1979, so it's just on the verge of the 80s. And the idea was, we didn't want to use all of the, crazy, obvious choices. So whether it was music, hairstyle, set design, props, there were certain things that felt like it was too
much like a skit, like a sort of a joke. What was amazing was how surreal it was to be on the set, because it just felt like, you know, I would pick up a magazine and I would remember reading the whole thing cover to cover, and it was like going back in time, you know, seeing everyone wearing those clothes. It was bizarre. But I'd wanted to do a movie that was set in the 70s for a while. I had long talks with a friend, like James Gray is a good friend of mine. We had long talks about, like, you know, that era and those movies. And so this was on the cusp of the 80s, but it was still very much, you know, in my mind, the 70s, the end of an era, the end of their childhood, the very end of that period. So it was fun to go back and do that. And like the music, there's an ELO song at the beginning and at the credits, and we wanted to use it, but I guess ELO or Jeff Lynne only licensed the re-recording. But I love that song, and I was like, no, it has to be the original, because that's the one that you can tell the difference, and I just know that's not the right one. And he was very nice and let us use the original recording ultimately. But it was more than anything, it was really fun to go back and revisit that time, and I was happy to have finally done it. Alors c'est vrai que c'était aussi un autre défi, parce que je voulais vraiment que justement l'ambiance du film, comme vous dites, eh bien, fasse vraiment, on soit dans le réalisme de cette époque. On n'ait pas l'impression qu'on était dans la parodie. D'abord, je rappelle que nous sommes en 79, c'est-à-dire juste avant les années 80. Et je ne voulais pas justement utiliser de façon vraiment trop forte des fois je ne voulais pas faire des choix qui étaient trop évidents, qui étaient un peu trop dingues, c'est-à-dire trop de choix dans la musique, dans les cheveux, effectivement dans tous les accessoires, etc. Je voulais vraiment qu'il y ait un côté qui nous fasse vraiment penser qu'on y était vraiment. Et il y avait quelque chose presque de surréaliste quand j'étais moi sur mon propre set, sur mon propre plateau, parce que je voyais des magazines et je me souvenais de les avoir lus littéralement de la première page à la dernière quand j'étais môme. Donc c'était un retour dans le passé pour moi incroyable. Et quand je voyais d'ailleurs mes acteurs habillés comme à l'époque des années 70, même pour moi c'était très troublant. Et c'est vrai que cela faisait longtemps que je voulais faire un film sur les années 70. J'en ai d'ailleurs souvent parlé avec James Gray, qui est un de mes amis, parce que pour moi c'est effectivement une époque fantastique. Mais vraiment on n'est pas vraiment dans les années 80 comme je le disais, on est juste à la fin des années 70, c'est-à-dire à la fin d'une période, à la fin aussi de leur enfance. Et ça, c'était très important et ça m'a beaucoup amusée. Et c'est vrai que la musique, à certains moments, effectivement, j'insistais pour une musique des années 70. Et au début, quand on a le générique du début, eh bien, il y a c'est ELO et Jeff Lynne, right, at the beginning. Et il voulait effectivement, exactement l'original tel qu'il était et non pas une version ultérieure. Et à la fin, il a eu l'original. Mais en gros, c'était vraiment un plaisir énorme de me retrouver dans cette époque. Oh, merci. Question. Moi, je veux dire comme tout le monde, je ne veux pas être original. Le film, j'adore, je suis fan, donc bravo. Et je vais enchaîner un petit peu sur sa question. Je voudrais savoir pourquoi il a choisi des 79 en fait. Est-ce que c'est symbolique pour lui ou est-ce que c'est un symbole aussi par rapport aux États-Unis, la fin d'une période, comme il dit, et une autre qui commence Est-ce qu'il y a un lien pour les États-Unis avec le monstre, etc. Well, it really reflects the other question, how symbolical. Oh, you're right, there was a second question. Hold on. The second part of your question was, il y avait une deuxième partie de votre question qui était... Les clins d'œil dans le film. Oh, of course, the Easter eggs, the little winks, the little... that we don't really know. Can you name at least 3 he wanted? Yes. Well, one was, there was a reference to this drink, slusho, that we have in Cloverfield that's in the gas station. So slusho, there's a sign in there. The first 2 movies that I did were both based on a series of films based on TV shows starring Leonard Nimoy. So as a good luck charm, I put Leonard Nimoy in the movie. He's on the TV on In Search Of, which was the show he did in the 70s that the boy is watching. The third one is my grandfather's name
Harry Kelvin, that I put his name in everything. It's the gas station, the name of the gas station. There are a couple other ones that we haven't talked about, but I like doing those things just because they're sort of fun and silly, and mostly just for my friends or, you know, people like yourself who, you know, ultimately, even though we don't know yet, are friends. We're friends because you care about that stuff. So I'm very grateful. So. Alors effectivement, il y a des, comme ça, il y a des petits clins d'œil, comme vous dites. Par exemple, eh bien, dans la station où il y a Slush, vous savez, qui est dans Cloverfield, qui est ce fameux drink, vous savez qu'ils ont tous, ce breuvage. Et puis, dans mes 2 premiers films, évidemment, il y avait des références que l'on connaît, donc forcément, je me suis dit, pour me porter chance, eh bien, je mets Leonard Nimoy dans mon film. Et si vous regardez bien, à la télévision, on le voit, à l'époque, il avait un show très connu à la télévision qui s'appelle In Search Of, que tout le monde regardait, surtout les garçons. Donc voilà, je l'ai mis là-dedans. Et puis aussi, eh bien, un hommage à mon grand-père, hein, Calvin, que j'ai aussi mis dans la station d'essence. There's even Lillian, the name of your grandmother, anyway. Oh là, alors le prénom de sa mère, Carol, Lillian qui était sa grand-mère. My family's all over the movie. Voilà, en fait, il y a toute sa famille, vous trouvez toute sa famille dans le film. Et puis évidemment, donc ces clins d'œil, eh bien, il adore faire ça, dit-il, d'abord pour ses amis, et puis pour des gens comme vous, qui forcément vous êtes des amis, puisque vous appréciez ce travail et que vous les cherchez. Donc voilà, je suis très reconnaissant de trouver tout ça. So we go back to this lady question. The first part I sort of answered, but it was important. This 79 was the year, because it did feel like very much the end of a particular period of time. I think the 80s has a very different connotation than the 70s, you know, in the United States. And so I feel like that to me was an important distinction. And I just love the idea that it was just, you know, as these kids were beginning to enter sort of young adulthood where the opposite sex has a different meaning, things start to get more complicated, the real adult world begins to sort of encroach upon your life. 79 felt like the right year. What was the second part? If it had any symbolical meaning for the United States as well, on a broader meaning. Well, for me, it was just that it was the end of the analog era. It was sort of the beginning of things, literally the very beginning of, you know, whether it's computers or videotape, or it was sort of the end of film. You know, I love film, and it was sort of the idea that it was just when, whether it was the Walkman or the video camera, or it was just sort of a transition, and it felt like 79 and prior was sort of unencumbered by that technology, much of which I adore, but I also feel like there was a kind of purity that was, you know, that was going away. And also there were things that were happening around that time. There's a reference to 3 Mile Island in the film, which had been there since the script was written. And of course, as we were editing, March 11th happened in Japan, and suddenly that thing that had been there forever had a very different meaning. But my father grew up in Harrisburg, Pennsylvania, which is very close to 3 Mile Island, so that was why I was. Alors c'est vrai que, pour revenir à la question, en quoi cette année 79 était très symbolique, et bien justement, j'ai déjà dit que cette année-là, eh bien, pour lui, il avait vraiment la sensation que c'était la fin d'une époque, et que les années 80 allaient avoir des connotations extrêmement différentes. Et puis, évidemment, il y avait le fait que ces enfants étaient juste sur le point de devenir, disons, des adultes, juste sur le point de comprendre que le sexe opposé, eh bien, prenait un autre sens et rentrait dans la complexité finalement de l'adulte et du monde adulte qui peu à peu allait les envahir. En ce qui concerne effectivement un symbolisme par rapport aux USA, eh bien, c'est vrai que c'était un peu la fin de ce que j'appelle l'ère analogique, c'était le début des ordinateurs en quelque sorte, des vidéos, c'était un peu la fin du film, de ce que j'appelle le film, et moi j'aime le film en tant qu'évidemment le film tactile, et c'était le début des Walkman, des vidéos, etc. Donc je trouvais que justement c'était une transition, il y avait tout ce qu'il y avait en 79 et avant, et puis il y a eu le après, et c'est vrai que c'est la fin d'une ère, même si j'adore la technologie,
eh bien ça a été la fin d'une époque où il n'y avait pas ces technologies. On était en quelque sorte dans la pureté. Et après les années 80, eh bien, on peut dire que cette pureté s'évanouit peu à peu. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dans mon film, vous parliez d'une référence aux États-Unis. Bien sûr, il y a une référence au 3 Mile Island, évidemment la catastrophe nucléaire que vous connaissez. Et dès le début, elle était dans le scénario. Et évidemment, au moment du montage, eh bien, il y a eu le 11 mars, le Japon. Et c'est pour ça que c'était important pour moi que ça reste, même si au départ cette référence était en fait parce que je pensais à mon père, qui lui-même avait grandi à Harrisburg en Pennsylvanie, et tout ça c'était très proche bien sûr de 3 Mile Island, la catastrophe. Can I just have one quick little story? But of course, One any little story thing, you want. just a small thing. We were filming the scene in the camera store where Joe calls Alice, and we had a little rotary phone there, and I said to Joel, just call her up here, and the camera's going to be here, and we're going to be filming this direction, and we were rehearsing the scene, and I was there, I said, you know, action, and Joel picked up the phone, and he was like, he was just staring, and I was just waiting for him to do something, and Joel said, how do I call her? And I was like, oh, you put your finger in the hole and you turn it. Oh! He thought maybe there's a touchscreen. He didn't know. Literally, he said thought there was a touchscreen. It was amazing how some of the technology that was very familiar when I was a kid literally is like the monolith from 2001. Like he had no idea what to do with it. He just, all he could do was stare at it. So it was amazing. Oui, justement, une petite anecdote, c'est qu'à un moment, il y a une scène, évidemment, dans ce magasin de photos, et je demande à Joel de tout simplement appeler Alice. Et puis, il y a un téléphone, là, à l'ancienne. Alors, je lui dis, ben voilà, la caméra sera là, tu l'appelles, on répète la scène, et puis, à un moment, je lui dis, action. Alors, Joe, évidemment, prend le récepteur, puis il commence, puis il me regarde complètement, voilà, il ne savait pas quoi faire. Et moi, j'attends, évidemment, pendant ce temps-là. Et Joe, à un moment, me regarde et me dit, mais JJ, comment je fais pour l'appeler? Et je lui dis, bah, tu mets ton doigt dans le trou et tu tournes en gros. Et pour lui, il pensait qu'il y avait peut-être un écran tactile, quelque chose. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point cette technologie qui nous était à nous encore familière, eh bien en 2011, c'était le monolithe, enfin bref, c'était l'inconnu le plus total. Autre question, le micro est là. Hello, thank you for the movie. I have a question regarding the casting of the child actor. There is two of the child actors who are absolutely incredible. I think Elle Fanning and Joe Corton. Was it hard to find them in Hollywood because there is a lot of child actor and child monkey? I don't know exactly how to say that in English, but was it hard to find them? You know, it took a long time to cast the movie, much longer than I expected, and when I was prepping Mission Impossible 3, I was on the set of War of the Worlds quite a bit, and I saw Dakota Fanning work, and there was her little sister, Elle, who was running around, who was just this little teeny blonde kid. And when we went to cast this movie, I thought, she's this little kid. She came in taller than me, and wildly sophisticated, and more talented than I've ever seen anyone be at any age. She's just unbelievable. And Joel, luckily, we found him. He had never been on the set of anything, lived in this teeny little town, Moscow, Idaho. He was in the acting class, but had never worked before. And he came in and had these sweet eyes and natural skill. And I kept bringing him back again and again and throwing different scenes at him, hoping he could pull them off, and he did. And it was a leap of faith for everyone. And it took him a few days to get adjusted on the set because it was, I'm sure, overwhelming. But both of them did an amazing job. And I got to tell you, all the kids were fantastic. But the key for me was finding real kids, not actors, professional actors, because kids come in, Hollywood, sort of commercial, sort of fake kids, and they come in, they're like, you know, okay, so how do you want me to read it? And you're like,
How about like your age? Just read it like, how, you know, it's like, they're almost jaded already at 13, 14 years old. And Joel came in as a sweetheart and just a good kid who had natural talent, and Elle is the same. So we were very lucky to cast that group. Alors là, c'était une question bien sûr sur le casting et surtout sur deux acteurs phénoménaux qui sont Elle Fanning et Joel Courtney, évidemment les personnages principaux. Et JJ nous dit que c'est vrai que le casting lui-même a vraiment mis beaucoup de temps, plus d'ailleurs qu'il ne le pensait. En fait, quand il préparait quand il était en pré-production pour Mission Impossible 3, eh bien, il est souvent allé sur le tournage de La Guerre des Mondes de Spielberg. Et à ce moment-là, il avait vu effectivement Dakota Fanning, et puis il avait repéré cette petite blonde comme ça, toute petite, qui courait entre les pattes de tout le monde. Et quand on l'a proposé pour le casting, dans sa tête, il s'est dit quoi, pas la petite. Et il a vu arriver une blonde plus grande que lui, très sophistiquée. Et il dit que, très honnêtement, c'est le talent le plus brut, le plus naturel qu'il ait jamais vu chez un acteur qu'il ait dirigé, quel que soit l'âge. Et elle a été absolument incroyable. Quant à Joel, justement, eh bien, c'était très différent puisqu'il n'avait jamais joué. Il habite dans cette petite ville de Idaho qui s'appelle Moscow, comme Moscou. Et il prenait effectivement des cours d'acting. Et j'ai vu arriver ce môme avec ses yeux absolument adorables et ce talent naturel. Et je l'ai fait revenir et revenir plein de fois vraiment, je lui ai fait faire plusieurs auditions et en même temps en lui donnant différentes scènes, car évidemment c'était très difficile pour voir s'il s'en sortait sur tous ces registres émotionnels. Et il s'en sortait très très bien. Mais c'était un peu ce casting, un peu comme un plongeon, enfin un acte de foi, car évidemment c'était difficile pour Joel, mais je dois dire qu'au bout de vraiment quelques jours, eh bien il s'est complètement adapté à l'expérience d'un film. Mais je crois que, alors donc je dois dire que tous les enfants étaient formidables, mais je crois que la clé, ce qui était vraiment important pour moi, c'est que ces enfants, eh bien ce soient de vrais enfants. Je ne voulais pas du tout le côté, vous savez, les enfants dits entre guillemets de Hollywood qui ont déjà fait des pubs, ce que j'appelle un peu des faux enfants, hein, des fake kids, qui arrivent vers moi à l'audition et me disent « Alors, comment je devrais dire ces lignes ?» Et je leur disais, dites-les juste comme vous les diriez à votre âge. Donc c'est ça, j'ai toujours l'impression que quand on auditionne des enfants de Hollywood, ils sont déjà blasés, ils ont 13-14 ans, ils sont déjà blasés. Donc ce qui était très important, c'était que j'avais vraiment des vrais enfants, et Joel a été absolument un amour, et en plus un gamin fantastique. Et avec elle, bien sûr, il formait vraiment ça, il y avait un vrai lien entre eux. Donc j'ai eu beaucoup de chance avec tous mes acteurs. Autre question? Oui? Hello, this question comes to you from somebody who still has several years worth of Super 8 Filmmaker magazine in her parents' basement in Chicago. Mint condition. Wow. Carrie Fisher once said, instant gratification is great, but it takes too long. And one of the key scenes in your film is when the guys can't wait to get their film processed and find out what's on it, and they're told that the biggest rush job will be 3 days to send it to the lab and get it back. And I'm wondering if you think that one of the things that's missing from modern life and from the formative years of today's children is that anticipation of not knowing whether you got the shot or not, whether there was a happy accident, and just having the patience to wait and enjoy it that much more when it came back from the lab. First of all, thank you. I love that you have those magazines. I'm so grateful for this question. I'm also sorry because I'm going to probably rant right now about this because it's a huge issue for me. Though I love the technology that exists, as I was saying earlier, I know that when I was a kid, and I was discussing this, and I'd want to get a song, I would have to ride my bike to the record store, collect actual physical money, hand it over to someone, maybe stumble upon a song or even a person that I didn't anticipate seeing or hearing, get the album, put it in the bag, unlock my bike, ride my bike home. I would go and I would put it on the record player. I'd listen to the song and stumble upon other songs on the album that I might not have discovered or even known I wanted to hear. It's a wonderful thing having instant access to the song you want now. But
there's no effort. You're pressing a button that doesn't even exist. The button's not even real. You immediately have the song, so there's no investment of any time or actual tangible money. You can't even see the song. There's nothing to hold that you have that's any different. And in fact, there have been times when I have downloaded the song and not even listened to it because I felt like, well, I got it now, so I have, and there's a sense of entitlement now to exactly what we want, exactly when we want it. Whether it is a song or a piece of information or a photograph or a movie, whether we want to contact someone, we can do it instantly, exactly how we want to. There's a sense of immediacy, which on the one hand is fantastic. On the other hand, there is absolutely no investment. There's no foreplay. There's just the thing that you want. And the anticipation of anything is kind of the key to everything. And so whenever you get the thing you want on demand, what makes me crazy is, even though it's great to have it, and Carrie Fisher's right, the downside is the experience, which is what life is anyway, is lost. So while I'm not a fan of using a letterpress to print something, I do have a letterpress and I do love using it. It takes a long time, it's imperfect, but there is an inherent sense of investment and uniqueness and quality to the result that speaks of process. So I feel like we have lost process, and there's an irony that when you get a film processed, it's all about process. And process has kind of become, it's become sort of beside the point. We're now sort of all about the end game as opposed to the means to get there. So part of the comfort for me making this movie was being in a time, existing in a time when things were a little bit slower. When you finally got the film back, you had a week to think about what it would be and what you might do. Yeah, it's okay. When you would make an edit, there was no undo button. It was a cut that you were making, and you had to sort of live with it. I guess, in other words, there were consequences as small as that, but they were tangible, and that intangibility seems to be the MO for today, the sort of way we live, which again is on the one hand wonderful. I love what technology can do. I wish I had it back then. On the other hand, that sense of process is missing from a lot of what we all do, and so it's just something to think about. I don't know, what the answer is, but I know it's real. Alors, It's the worst. It's all right. Voilà, il y a une citation de Carrie Fisher qui disait que la gratification instantanée, eh bien, c'est formidable, mais cela prend trop de temps. Et justement, dans le film, évidemment, il y avait ces 3 jours d'attente entre le moment où ils avaient filmé la scène et puis le moment où il allait voir ce qu'il y avait sur la pellicule. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui manque, nous dit JJ, eh bien, c'est justement effectivement l'anticipation, de ne pas savoir si on a filmé la bonne image, si c'est même sur la pellicule. Et l'anticipation aussi, l'attente joyeuse d'avoir enfin ça en main propre. Et vous parliez de magazines des années justement 110 et des Super 8, moi aussi j'adore ça. Et c'est vrai que même si j'aime beaucoup la technologie, comme je vous l'ai dit, eh bien, je me rappelle que quand même, quand j'étais un gosse, eh bien, lorsque je voulais, par exemple, acheter un disque ou écouter une chanson particulière, eh bien, je devais aller au magasin de disques. Je payais avec de l'argent réel qui sortait de ma poche. Il y avait quelqu'un qui était là pour me conseiller. Parfois, je rencontrais des gens dans cet endroit. Et puis parfois, j'écoutais une chanson qui me plaisait et je découvrais dans le disque des chansons qui me plaisaient, d'autres pas, mais il y avait cette beauté de la découverte, et puis j'y allais en bicyclette aussi dans ce magasin de disques. Et j'aimais bien le processus de rentrer chez moi et de découvrir. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est merveilleux, vous voulez un titre, vous le commandez, et c'est formidable, mais il n'y a aucun effort qui participe à cette découverte. Même lorsque l'on dit que l'on presse sur un bouton, c'est un bouton en réalité virtuel, il n'y a pas de bouton.
Et lorsque effectivement on download une chanson, eh bien on ne l'achète pas vraiment, on ne la voit pas physiquement, et ça me manque. Il n'y a pas et bien sûr il y a le sentiment d'avoir ce que l'on veut exactement, mais il n'y a pas le sentiment de l'attente et de la surprise, comme on peut l'avoir en parlant de chansons, de photographie ou bien de cinéma bien sûr. Donc évidemment c'est une double réponse, parce qu'il y a à la fois le sens de l'immédiateté qui est fantastique, mais il n'y a plus d'investissement personnel, il n'y a plus ce jeu de séduction, d'anticipation. Et ça, pour moi, c'est quand même la clé de toute chose. Donc, ce qui est on demand, bien sûr, c'est quelque chose qui me plaît, et à la limite, c'est intéressant, et ce que dit Carrie Fisher est vrai. Mais le problème avec ça, c'est que tout le processus vital, tout ce qui se passe, tout ce qui appartient à la vie, est bien complètement perdu. Donc c'est vrai que je ne suis pas fan de tout ce modernisme. J'ai moi-même chez moi, is it at your place you have a letterpress? You actually, voilà, il a une sorte d'imprimerie qui est évidemment imparfaite, mais au moins il y a ce sens d'avoir quelque chose d'unique, une qualité. Et finalement, tout cela ramène à parler du sentiment et du thème du processus, le processus organique. Et ça, nous l'avons perdu. Donc l'ironie, c'est qu'on parle aujourd'hui, par exemple, de film process. C'est une expression qui veut dire, oui, effectivement, on est en train, effectivement, de faire le film. Mais ce n'est plus vrai. On s'intéresse moins à la fabrication du film. On s'intéresse moins à comment on le fait que finalement au résultat final. Et ça, bien sûr, ça aurait été un confort dans ma jeunesse d'avoir toute cette technologie. Mais en réalité, j'étais content avec ce film Super 8 de revenir à une époque où tout était plus lent, où on pouvait réfléchir et vraiment être dans la vie. Donc c'est vrai que c'est une question intéressante dont je n'ai pas vraiment la réponse. Et en réalité, lorsque j'étais au montage, eh bien, il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas un bouton sur lequel on se pressait, on disait « Oh, on va changer le montage ». Non, on coupait littéralement les images et puis on avait ce qu'on avait. Donc, à l'époque, il y avait des conséquences tangibles sur les choix, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Donc, j'aime la technologie, mais le processus lui-même organique me manque. Autre question, et ce sera la dernière. Ah, c'est fini? Ok, c'est fini. We overrun the time. No. Une autre question? Alors, une dernière question. It better be a good one, because JJ really pushed for it, so great one. Alors, je vais pas être très original, j'ai aussi beaucoup aimé votre film, mais on a évoqué l'hommage à E.T., les Goonies, enfin, j'ai aussi vu Alien et La Mouche, parce que notamment cet extraterrestre n'est pas très physiquement attachant. C'est votre petite touche personnelle? Yeah, it's the creature. I mean, obviously there were traces of E.T., the Goonies, Aliens, and The Fly, but it doesn't seem that the creature is very what? Is very... Qu'est-ce que vous avez dit? Tout simplement, est-ce que c'est la petite touche personnelle que d'avoir un alien qui est physiquement pas très attachant, contrairement au film de Spielberg? Yeah, is it your personal touch of an alien, which is not really relatable, as opposed to Spielberg's films, for instance? Yeah, this creature in this movie was meant to be frightening to these kids until a moment towards the end of the film when they have a different sort of experience. But it's not like a film such as E.T. where this is supposed to be an incredibly relatable, sort of completely, anthropomorphized, lovable creature. But there needed to be nuance so that there was more than just an angry beast, among us. And so the design of the creature was done by Neville Page, who was a very talented designer. And I just didn't want to show the creature much until the end, because that was really the point of view of the main character. And then when we saw it, I wanted to make sure that there was something more to it than just anger and fear. But it was never meant to be a relatable creature. But I did love the work in The Fly. I'm a huge fan of Cronenberg's film. In fact, I was living in Paris when La Mouche came out, and I remember seeing it here, which I loved.
that movie. So, but I don't know if I answered the question. I hope I did. Yeah, I think you did. Voilà, that's it. So, vous avez compris, question sur la créature. Alors justement, jusqu'à la fin, il fallait que ce soit une surprise. Je ne voulais pas, contrairement effectivement à E.T., montrer une créature, un alien qui soit justement proche, parce que c'était pas le sujet du film. Ici, il y avait cette nuance que je voulais qu'on garde jusqu'à la fin, un peu cette peur de cette créature, qui d'ailleurs a été magnifiquement vraiment créée par Neville Page, mais je voulais qu'on ne montre rien d'elle simplement jusqu'à la fin, et ça c'est le point de vue évidemment du petit garçon, de notre héros, et lorsqu'il la voit, eh bien l'idée c'était que je ne voulais pas qu'il n'y ait que ce sentiment de colère ou de peur, mais en même temps, je ne voulais pas que ce soit une créature qui soit vraiment, disons, qui soit proche de mes héros, puisque ce n'était pas le but du tout du film. Mais vous parliez de la mouche, j'adore Cronenberg, et d'ailleurs pour la petite anecdote, j'étais parisien lorsque j'ai vu La mouche de Cronenberg, voilà. Dernière question, une autre question, we have another question. I would like to have your point of view about one side of your mentor, Steven Spielberg. I want to rebound on what you said about changing eras. Because it was a great changing eras in Hollywood too. We were going from the Deer Hunter, French Connection, hardcore, The Great Gatsby, Mishima to Stallone movies and things like that, huge, massive, childish blockbusters. Some critics or movie historians say that both Steven Spielberg and George Lucas were responsible of this kind of decadence, that they killed the great golden age of the authors of the 70s. What's your point of view about that? Well, there was absolutely a shift in when Jaws came out. It's known as the first blockbuster, summer blockbuster, and some of my favorite films are films from the 70s, and I think that every era sort of has its sort of signature quality. Clearly the 80s, and one of the reasons I didn't want to set the film in the 80s is that it felt not quite as interesting to me or as rich to me as the 70s did. I think that, you know, Hollywood is such a reactive machine that when something is successful, that's where everyone goes. And like most businesses, the problem is that storytelling and character and heart is separate from business. And that's always the trick, which is how do you do a story that has potential to find an audience, therefore become profitable, therefore sustainable, but have it be something of substance and value and emotion. And what's interesting to me is people like Steven Spielberg have managed to do both, have managed to tell stories that were wildly imaginative, very emotional, and also visually spectacular, and appealing to mass audiences. But people, there is no other Steven Spielberg. There is no next Steven Spielberg. So people will copy what they think is the recipe. And they'll copy the artifice, and they'll copy the pyrotechnics and the scale of the scope. But the thing that is most valuable is the heart. And so they may have inadvertently been responsible for a shift in what movies could mean, simply because there was suddenly a huge audience standing in line for those films. But the key, and certainly what I try to do, is tell stories that are not about what the audience wants, or overtly ripping off or borrowing from other things that are currently, clearly, hugely successful, but try to tell stories that are emotional and meaningful. And if you do that, and it's something that you really desperately love, odds are at least greater that other people will respond as well. So it's a rambling answer, but I hope I touched upon your question. Thanks.
Alors voilà, vous parliez effectivement du changement du cinéma dans les années 80. Et j'ai dit bien sûr qu'il y a eu un changement absolu sur la scène d'Hollywood, et c'est vrai que ses films préférés viennent des années 70. Et effectivement, chaque époque, et vous avez raison, a en quelque sorte son impact, sa signature. Et clairement, les années 80 n'étaient pas, en tout cas pour moi, aussi intéressantes que les années 70. Je crois que Hollywood est un peu comme une machine qui réagit à ce qui marche. Et quand un truc marche, eh bien tout le monde s'y précipite. De toute façon, c'est un peu comme du business. Alors effectivement, moi je trouve que lorsque l'on parle d'une histoire, de personnages, de cœur et d'émotions, eh bien on n'est pas dans le business. Alors évidemment, il y a toujours ce truc incroyable à trouver, comment potentiellement trouver un public, aller à la rencontre d'un public, ce qui veut donc dire faire du profit, faire de l'argent, et en même temps garder de la substance, de la valeur et surtout de l'émotion. Et ce qui m'intéresse justement, c'est que Steven Spielberg a réussi les deux. À la fois des films incroyables dans l'émotion, spectaculaires dans le divertissement, trouvant un public mondial et en même temps ayant un cœur. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre Steven Spielberg, il n'y a pas de nouveau Steven Spielberg. Et je crois que les gens, les cinéastes ou quiconque vont essayer de copier ce qu'ils pensent être des recettes qui en fait ne sont que de la pyrotechnique ou des effets spéciaux, alors que ce qui compte seulement c'est le cœur. Et je crois que malgré eux, vous citiez Spielberg et George Lucas, eh bien ils ont changé le sentiment chez le public de ce que finalement devait être un film, quel était le sens du film, parce que justement leurs films ont rencontré ce public aussi large, aussi énorme. Et je crois que pour moi l'essentiel, eh bien ça reste de raconter des histoires, et je ne m'intéresse pas à ce qu'en le faisant, à ce que le public veut, et j'essaie d'éviter de trop emprunter au succès. Bien sûr, j'essaie aussi de m'en inspirer, mais je crois que ce qui est important pour moi, c'est à la fois d'être fidèle à l'émotion du film, au sens qu'a le film, et je crois que si l'on aime ces films de façon extraordinaire, ce qui est mon cas, eh bien je crois que le public et les gens vont l'accueillir vraiment avec bonheur.